Alors, je suis ravie d'être ici avec vous et de pouvoir évoquer Tzvetan Todorov en ami, parce que nous avons ici tous les trois le privilège d'avoir partagé son amitié, et je pense que André Comte-Sponville, qui est à ma droite, saura très bien nous dire quelle est la vertu de l'amitié et comment, pour cela, Tzvetan Todorov était un artiste. Et Stoyan Atanasov, qui vient spécialement de Sofia, qui est professeur de littérature romane à l'université de Sofia et qui est le traducteur de Tzvetan. Et André Comte-Sponville, donc le philosophe et ami. Je pense que c'est une qualification, en la circonstance, une qualification qui vaut le coup. Et donc nous sommes là pour évoquer non seulement la figure de Todorov, nous ne parlerons pas de son œuvre en entier, mais de sa relation qu'il qualifiait lui-même d'ambiguë avec son pays natal, avec la Bulgarie. Donc je vous donne quelques repères tout de même pour qu'on sache quelques repères biographiques. Il est né donc en 1939 à Sofia. Et ce n'est pas rien que de naître et grandir en Bulgarie entre 39 et 63, l'année où il a pu arriver à Paris. Et cette formation bulgare, il en a plusieurs fois parlé, notamment dans le livre d'entretien que j'ai eu la chance de faire avec lui en 2002. Et nous allons certainement en reparler. Mais à partir du moment où il est arrivé à Paris en 1963, il est resté très très longtemps avant de rentrer, de revenir en Bulgarie. On comprend pourquoi. La première fois qu'il revient, c'est en 1981, et il a fait ensuite quelques autres voyages en Bulgarie. Mais la fréquentation concrète du pays a été quand même plutôt sporadique. Néanmoins, ce n'est pas un sujet mineur, la Bulgarie, dans l'œuvre de Tzvetan Todorov, bien qu'il n'y ait consacré aucun livre en tant que tel, hormis peut-être La fragilité du bien, mais qui était plutôt une présentation d'archives sur le sauvetage des Juifs bulgares, qui était bon, spécifiquement un livre avec un élément particulier de l'histoire bulgare. Peut-être pour commencer, nous pouvons évoquer le terme de passeur. C'est lui qui avait tenu à intituler le livre que nous avons fait ensemble Une vie de passeur. Et c'est effectivement, comme il accordait toujours beaucoup de soin à la manière dont il intitulait ses livres, dont il choisissait les visuels de couverture. Donc il y avait certainement beaucoup réfléchi, ça avait un sens extrêmement important. Une vie de passeur. Et effectivement, le passeur, c'est celui qui se tient sur la crête, qui est toujours entre deux, et qui peut-être se méfie il le dit dans notre livre, les murs, les séparations sont ce que j'aime le moins. Alors peut-être pour commencer, pourrions-nous chacun évoquer la première fois que nous avons rencontré Tzvetan et les circonstances dans lesquelles nous l'avons connu. Alors peut-être André Comte-Sponville, c'est vous qui l'avez connu. Ah ben non, pas forcément, c'est pas vous qui l'avez connu le plus tôt de nous trois. On a fait le calcul, c'est Stoyan. Mais peut-être commençons par vous, pour évoquer la manière dont vous l'avez rencontré. Est-ce que vous le connaissiez auparavant, avant de le rencontrer? Et comment êtes-vous devenus amis? Bien, bonjour à tous. Je pensais, en venant ici, je me demandais quand est-ce que j'ai rencontré Tzvetan. Il me disait que ça doit être vers la fin des années 80. Et Stoyan me dit non, vous avez écrit que c'était en 1991.
Et comme quand je l'ai écrit, bien sûr, j'avais vérifié. Donc, Stoyan avait tellement raison. C'était en 1991. Vous l'avez écrit dans la préface. En l'occurrence, c'était parce que nous préparions ensemble un numéro d'une revue qui a depuis disparu, qui s'appelait Lettres internationales, qui était dirigée par un émigré tchécoslovaque, Antonin Lim, et qui était très cosmopolite au meilleur sens du mot. Et Antonin Lim nous avait demandé de faire un numéro, je crois, sur l'éthique. Bref, j'avais un rendez-vous avec Tzvetan Todorov, que je n'avais jamais rencontré. Et ça m'impressionnait beaucoup, parce que moi, quand j'étais étudiant, donc 20 ans plus tôt, en Hippocagne, en Cagne, Tzvetan Todorov était une vedette de la vie intellectuelle. C'était sans doute l'un des auteurs les plus branchés, comme on ne disait pas encore, de l'époque. Traducteur des formalistes russes, ça nous impressionnait énormément. Hein. C'était un théoricien d'avant-garde qui flirtait plus ou moins avec le structuralisme. Tout ça, c'était pas du tout ma tasse de thé à l'époque, mais quand même, cette réputation m'impressionnait fort. Et donc, 20 ans plus tard, en 91, je vais dans ce bistrot où je rencontre Tzvetan et je suis tombé instantanément sous le charme. Ça m'est rarement arrivé, surtout avec des hommes. Mais j'étais frappé par l'intelligence, par la culture hallucinante, par la douceur. Alors, on est souvent parlé, mais on ne peut pas évoquer Tzvetan sans parler de l'exquise douceur de Tzvetan Todorov. Il avait toutes sortes de qualités féminines. Il n'était pas du tout efféminé en rien, mais il avait des qualités féminines. Alors j'ose cette expression qui va paraître peut-être exagérément genrée, mais parce que Tzvetan et moi, nous partagions l'idée que la différence sexuelle n'est ni contingente, ni purement une construction sociale et culturelle. Elle est aussi, bien sûr, une construction sociale et culturelle. Mais disons que Tzvetan, je le lis dans mes mots à moi, mais je crois qu'on aurait été d'accord, était un féministe différentialiste. Féministe, évidemment, comme tout humaniste moderne, mais différentialiste au sens où il pensait que la différence sexuelle, alors sans en faire deux essences absolues, bien sûr, mais disait quelque chose de l'humanité. D'ailleurs, Tzvetan a écrit dans l'un de ses livres, je ne sais plus lequel, et j'aime bien cette phrase, l'humanité n'est complète que dans le couple. Il précise d'ailleurs que le couple peut être homosexuel ou hétérosexuel, mais il y a cette dualité de valeurs, de vertus. Voilà, il y a des vertus plutôt masculines, des vertus plutôt féminines, avec des exceptions dans les deux sens, hein, évidemment. Encore une fois, ce ne sont pas des essences fermées. Mais Tzvetan et moi, finalement, nous préférions les vertus féminines. Et Tzvetan les illustrait merveilleusement. Il y avait cette délicatesse, cette finesse, cette attention à l'autre, cette gentillesse. Le tout avec une voix, elle aussi, très douce, et ce très léger et merveilleux accent qu'avait Tzvetan. Je l'ai écouté parler pendant des heures. Je ne l'ai jamais vu faire la moindre faute de français. Il parlait le français non seulement à la perfection, mais mieux que la plupart des Français de naissance. Mais il avait ce très léger accent. Donc, je suis tombé sous le charme. On est devenus amis, d'une amitié qui n'a cessé de se renforcer. Parce que nous partagions en plus, outre le plaisir d'être ensemble, mais au fond beaucoup d'idées. Alors si on peut dire un mot sur la Bulgarie, puis c'est quand même le thème de cette semaine-là, au fond Tzvetan avait 20 ans d'avance sur nous, je dis nous, les intellectuels parisiens ordinaires, parce qu'il venait d'un pays totalitaire. Voilà. Il avait vécu le totalitarisme de sa naissance à une vingtaine d'années, j'imagine. Il en gardait un très mauvais souvenir. Et quand il est arrivé à Paris, où il a vu des intellectuels communistes, et moi j'en ai fait partie jusqu'au tout début des années 80, des intellectuels marxistes, tout ça lui a paru quand même très étonnant, hein, très étonnant. Et d'autant plus qu'il a été frappé, puis je m'arrêterai là pour ne pas être trop long et pour laisser la parole à Stoyan, mais il a été frappé par un trait commun entre la vie en Bulgarie et la vie, je dirais pas en France, mais au quartier latin. Dans les deux cas, il y avait ce que Tzvetan appelle dans l'un de ses textes une distorsion
entre le vivre et le dire. C'est-à-dire que les gens ne vivaient pas comme ils parlaient, ne parlaient pas comme ils vivaient. Alors en Bulgarie, c'est que des bureaucrates faisaient semblant d'être communistes et d'être du côté du peuple, alors qu'ils vivaient comme des bureaucrates, dans une espèce de luxe relatif, c'était la Bulgarie, mais malgré tout à l'abri des difficultés du peuple bulgare. Et au quartier latin, c'est pareil, mais de façon un peu symétrique, puisqu'ils rencontraient des révolutionnaires qui menaient une vie de petits bourgeois, qu'ils n'auraient pas pu mener si la révolution qu'ils souhaitaient avait réussi. Et donc, dans les deux cas, il y avait une espèce de contradiction entre les idées, le discours et la vie réelle. Alors qu'à l'inverse, ce qui était formidable chez Cvetan, c'est que le vivre et le dire ne faisaient qu'un. En un sens, Cvetan était une espèce de morale incarnée et pas du tout moralisateur. Il ne faut pas confondre la morale et le moralisme. C'est l'un des points que nous partageons, Cvetan et moi. Nous pensons l'un et l'autre que la morale n'est légitime qu'à la première personne. Faire des leçons de morale aux autres, ce n'est pas de la morale. Et Cvetan était ça, une parfaite fusion entre son discours et ses manières de vivre, entre sa pensée et son comportement, sans jamais faire de leçons de morale à quiconque. C'était l'esprit le plus ouvert, le plus tolérant, et en même temps assez intransigeant, notamment en matière de politique. C'était pas du tout un béni oui-oui. Voilà, et sinon, je l'ai dit, quand j'ai eu l'occasion de le dire peu de temps après sa mort dans un discours d'hommage, Cvetan n'était pas seulement l'un de mes meilleurs amis, il était le meilleur de mes amis. Et je disais, il était le meilleur de nos amis, parce que tous, dans ce petit groupe qui tournait un peu autour de Cvetan, un groupe là encore très cosmopolite, des gens qui venaient un peu de tous les horizons, Adam Biro, qui était hongrois, sa femme Kathleen, qui venait d'Allemagne de l'Est, Jonathan Hirschfeld, qui était canadien, son épouse Mariana, qui venait d'Europe centrale, etc. Dans ce groupe très cosmopolite que souvent moi je rencontrais chez Cvetan et Nancy Houston à l'époque, nous avions le sentiment que Cvetan sortait du lot, justement par cette espèce d'excellence humaine. C'est que vertu en grec, ça se disait arrêter. Arrêter, ça signifie excellence. Et bien de ce point de vue, Cvetan était le plus vertueux et le plus délicieux de mes amis. Merci André. Alors peut-être autre époque. Moi je peux dire juste rapidement moi comment je l'ai rencontré, parce que l'époque est peut-être un peu plus proche de celle d'André Comte-Sponville. Moi je l'ai rencontré en 98 à l'occasion de la publication du Jardin imparfait, le livre qu'il a consacré à Montaigne. À ce moment-là j'étais donc journaliste à Télérama, et j'ai été aussi sous le charme, mais là, voilà, comme personne n'a été... Il y a une sorte de charme, mais très puissant, qui n'a absolument rien à voir avec la pure séduction. Et il a commencé par m'accueillir en me disant « J'admire beaucoup ce que vous faites ». Et alors là, je me suis dit, soit il me ment complètement, il se fiche de moi, parce que j'étais jeune journaliste et lui, c'était quand même Cvetan Todorov, que j'avais étudié moi aussi à l'université. Et en fait, c'était sincère. Je crois que la question de l'admiration était parmi les vertus morales qu'il pratiquait. C'était une vertu très, très importante. Et puis ensuite, donc, peu de temps après, un éditeur m'ayant demandé si je voulais pas faire des livres d'entretien avec des intellectuels, j'ai tout de suite sorti, sans réfléchir, le nom de Cvetan Todorov. Je lui en ai parlé. Il m'a dit je serais très honorée, mais là je finis un livre qui était donc le livre qu'il a publié en 2000. C'est un livre très important qui constitue aussi un certain tournant, qui s'appelle Mémoire du mal et Tentation du bien, qui était aussi un livre de commande, une des rares fois où il a eu des livres vraiment de commande, pour fêter le passage, la fin de ce terrible XXe siècle. Et il devait finir ce livre. Et donc, il avait tout à fait prévu, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement précis et organisé dans son travail, qu'il ne serait libre qu'à partir du 1er juin 2000. Et effectivement, le 2 juin, il m'a rappelé. Moi, je pensais qu'il ne me rappellerait jamais, parce que c'était
un an plus tôt que je l'avais contacté. Et nous avons fait ce livre ensemble. Et puis par la suite, on a continué de se voir très régulièrement. Si je raconte ça, c'est pas tellement pour raconter ma vie, mais c'est plutôt pour dire qu'il y avait une fidélité chez Tvetan que j'ai toujours trouvée exceptionnelle, parce que il n'avait aucune vraie raison de continuer de me fréquenter, puisque je ne lui servais pas à grand-chose au niveau, en termes de promotion. Je n'étais pas... Voilà, c'était une relation complètement désintéressée. Et petit à petit, nous avons refait d'autres choses ensemble, dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Mais voilà, donc ça, moi, c'était la naïveté avec laquelle nous avons abordé ce travail, qui a été un travail vraiment à quatre mains, qu'il a voulu comme ça, et avec ce livre d'entretien. Et dans ce livre, il me parle de son rapport avec la Bulgarie, de son éducation, de sa famille, de ses premières années en Bulgarie, mais il me parle aussi de ce moment, en 1981, où c'est la première fois qu'il revient en Bulgarie. Et il en parle comme d'un moment presque traumatisant pour lui, comment il pouvait, et Léa Todorov hier, dans la séance d'hier, nous en a beaucoup donné d'autres éléments qui ont confirmé ce moment où il avait finalement presque peur de rentrer en Bulgarie, et surtout de peut-être y rester, ce qui a été la hantise la plus grande qu'il éprouvait en 81. Et qui rencontre-t-il à l'aéroport pour la première fois? Stoyan Atanasov, qui venait le chercher. Alors peut-être, Stoyan, vous pouvez nous raconter ce premier contact avec Tvetan Todorov, et que saviez-vous de lui à cette époque-là? Mais avant de raconter cela, je me souviens d'avoir vu Tvetan en 1994. Il me disait, tu sais, le directeur du Seuil m'a invité à déjeuner pour me proposer de faire une autobiographie. Et puis il s'est tu. Et je dis, et alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Il a juste haussé les épaules, il n'a rien dit. Et quand je crois que c'était en l'an 2000, il m'a envoyé le manuscrit de ce que vous avez fait. Il m'a envoyé le tapuscrit, le mail existait déjà. J'étais très heureux. Je me suis dit, c'est un qui n'aime pas parler de lui. Il faut savoir le faire parler. Et ça, vous avez su, vous avez trouvé le truc pour le faire parler de lui. D'ailleurs, il a parlé de lui à sa façon, c'est-à-dire il a essayé d'expliquer son itinéraire personnel en pensant toujours aux autres, à un cas typologique d'un intellectuel bulgare, d'un jeune ou d'un enfant qui a grandi en Bulgarie. Tvetan avait du mal à se concevoir comme un individu unique et irremplaçable. Il cherchait toujours à mettre en rapport son unicité avec celle des autres. Je l'ai connu en 81, en effet, quand vous m'invitiez à raconter cette histoire. Je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus. Je l'ai connu en 81, lorsqu'il est venu en Bulgarie, après 18 ans de vie en France. Il ne voulait pas rentrer en Bulgarie, mais manifestement, il a été sollicité pour faire partie de la délégation française à un congrès très prestigieux, qui se voulait très prestigieux à l'époque, le premier congrès mondial des études bulgares. Le pouvoir communiste à l'époque voulait aussi célébrer le XIIIe siècle de la fondation de l'État bulgare. Selon l'historiographie officielle, l'État bulgare est fondé en 681. Donc, en 1981, ça faisait 1300 ans d'État bulgare.
Et l'État avait mis beaucoup de moyens pour inviter beaucoup de personnes qui n'étaient pas très connues. Tsvetan est venu à l'époque, et le président de l'université de Sofia, où j'étais jeune assistant, a dit « Je suis très pris, s'il te plaît, va l'accueillir en mon nom et dis-lui de te demander ce dont il a besoin au cas où il aurait besoin de quelque chose. » Et notre amitié a commencé par là. D'ailleurs, c'était le point de départ d'une amitié aussi avec le père de Tsvetan, qui comptait beaucoup pour lui, et qui était au début très mécontent que quelqu'un vienne à l'aéroport attendre son fils qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps, pour lui parler, disons, d'obligations professionnelles. Mais par la suite, la glace entre nous, ou disons de son côté, là, a fondu, et il m'a aimé à tel point que quand il est resté veuf, quand la mère de Tsvetan est morte, il m'a proposé de fonder un ménage ensemble. Et nous avons vécu avec le père de Tsvetan les 2 dernières années de sa vie. Il est mort à l'âge de 91 ans. Chez vous, donc. Il est mort dans le... Moi, j'étais allé faire cours à l'université. Il est mort dans les mains de Tsvetan et dans les bras de ma femme. Nous vivions ensemble. Et d'ailleurs, ce que je ne sais pas si je ne retombe pas dans l'anecdotique, mais en fait, pour moi, Tsvetan était comme un frère. Nous faisions partie de la même famille, tout comme son père était un peu le mien aussi. Le mien, il est parti il y a très longtemps, et peut-être que j'étais disposé à avoir un père adoptif en la personne du père de Tsvetan. En tout cas, on s'entendait très bien avec lui. Et cette relation de frère avec Tsvetan a précédé mon intérêt pour ses livres. Vous n'aviez évidemment pas pu les lire à l'époque. J'avais lu du Tsvetan Todorov, parce que j'ai été étudiant en lettres et en philosophie à l'université de Genève entre 69 et 71. Et j'ai eu comme professeur des gens comme Jean Rousset, comme Jean Starobinski, comme Roland Barthes, qui me disaient « mais il faut lire Todorov ». Et j'avais lu du Todorov. Mais à l'époque, il ne m'inspirait pas, Todorov ne m'inspirait pas beaucoup de confiance. Le Monde publiait des photos publicitaires, Tsvetan avec un blouson noir, avec des cheveux longs. Et puis, j'avais connu aux États-Unis un de ses meilleurs amis à l'époque, Denis Ollier, qui me disait « Tsvetan, tu sais, Tsvetan, il n'a même pas un chéquier, il porte sur lui tout son argent. » Tout ça, ça ne m'inspirait pas beaucoup de confiance. Les images de Tsvetan, cheveux longs, blouson noir, chemise pas boutonnée, pas bien boutonnée, etc. Je me suis dit, il n'est pas sérieux. Ce type-là n'est pas très fiable. Mais je me taisais parce que c'était un compatriote. Alors que quand je me suis mis à lire vraiment Tsvetan, j'ai commencé par lire la conquête de l'Amérique, que j'ai traduit et que j'ai préfacé en bulgare. Je me suis rendu compte que c'était un auteur vraiment important. Et il a modifié ma vision de la littérature, une vision immanentiste que j'ai pu remplacer par une vision, disons, la littérature qui fait partie de la vie, qui fait partie du réel, même si ça passe par notre imagination. Mais c'est grâce au livre de Tsvetan que j'ai pu faire cette découverte. Elle s'est faite progressivement. C'est un auteur vraiment important. J'ai déjà 75 ans et j'ai lu pas mal d'auteurs. Tsvetan est un des auteurs les plus importants que je connaisse, je peux le dire maintenant. Abstraction faite de notre amitié. Je pourrais dire, même si je ne suis pas capable de dire aussi bien qu'André Comte-Sponville,
tout le bien de Tsvetan, de l'homme, de l'intelligence de Tsvetan, de sa capacité humaine de communiquer avec les autres. Je partage entièrement ce que vous avez dit de Tsvetan. Mais pour moi, l'auteur Todorov compte beaucoup. Et c'est un des auteurs les plus importants de notre époque. Je crois que les organisateurs de ce festival, la culture à Sofia, ont eu tout à fait raison d'inclure l'œuvre de Tsvetan Todorov dans ce qu'il y a de mieux qui est parti de la culture bulgare. C'est vrai que Tsvetan Todorov a vécu 50 ans en France. C'est vrai qu'il a écrit en français. Il a écrit toute son œuvre en français. Tous ses livres en français. C'est vrai. Mais quand on regarde l'entourage de Tsvetan Todorov, on se rend compte qu'il était une forte personnalité. Et ça lui vient aussi de son lien, de sa famille, de ses origines familiales. Ça lui vient aussi de son caractère, sûrement. Il ne s'est pas imprégné de ce qui était à la mode, du parisianisme à la mode, parisianisme tel quel, etc. Des gens comme Barthes, qui était un auteur à la mode, les gens autour de tel quel qui étaient des auteurs à la mode. Tsvetan ne s'est pas laissé imprégner par ces gens-là. Il a suivi son chemin à lui, et grâce à ses origines bulgares, il a pu le faire grâce à ses origines bulgares, grâce à sa forte personnalité et grâce à l'influence familiale qui le portait vers la littérature russe, dont il a été le promoteur non seulement pour les formalistes russes, mais par la suite aussi. Il a fait connaître Jakobson en France, il a fait connaître Mikhail Bakhtin en France, il a fait connaître Marina Tsvetava en France. Il a conseillé des gens qui se sont occupés de Tchekhov, qui était l'auteur favori de son père. Bref, Tsvetan, l'origine bulgare de Tsvetan explique beaucoup de choses de cette singularité exceptionnelle de l'homme qu'il était et de l'écrivain, de l'auteur qu'il était. Voilà. Et pourtant, c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à comprendre ce qu'il y avait de bulgare chez Tsvetan, qui ne le revendiquait pas particulièrement, parce qu'il n'était pas tellement fasciné par les racines. Léa a cité cette phrase qu'il dit à un moment dans nos entretiens, que ses racines, il dit que ses racines ce sont ses enfants, et que ses enfants étant français, il n'y a pas d'autres racines à chercher, même si la Bulgarie n'est plus... il dit « je ne suis plus en Bulgarie », mais la Bulgarie reste en moi. Et il disait souvent que l'homme n'étant pas un arbre, il avait des pieds à la place des racines, et que donc il n'y avait pas de retour forcément, de vérité plus grande sur le pays natal que sur ce qu'on devient, comment on se façonne. André Consponville, comment est-ce que vous avez vous analysez la présence de la Bulgarie et le lien de Tsvetan à la Bulgarie dans son œuvre et dans sa façon d'être? C'est un peu paradoxal, parce qu'en vérité, il n'en parlait jamais spontanément. Non. Et quand on l'interrogeait sur la Bulgarie, il répondait très brièvement. Oui. On sentait qu'il n'avait pas envie d'en parler. Il faut dire qu'il n'aimait pas parler de lui-même. Ce que disait Stoyan quand on lui propose une autobiographie, Tsvetan se tait, ne fait aucun commentaire. C'était le moins narcissique de tous les auteurs que j'ai jamais rencontrés. C'est-à-dire qu'il m'envoyait tous ses livres, on en parlait, mais dès que j'avais dit 2 compliments, il fallait arrêter parce qu'il ne supportait plus. Alors que la plupart des auteurs en redemandent évidemment. Donc il parlait très rarement de lui, beaucoup plus volontiers des autres. Et en même temps, ce que dit Stoyan est vrai parce que la Bulgarie, comment dire, d'abord lui donner l'expérience du mal. Le mal, c'est quoi? C'est le totalitarisme, c'est le mensonge, c'est cette distorsion entre le vivre et le dire que j'évoquais en commençant. Lui avait donné le sens du réel tel qu'il se donne dans l'expérience.
Alors le paradoxe, c'est que s'il a beaucoup travaillé sur les formalistes russes, qui lui a fait connaître, parce qu'avant en France c'était totalement terra incognita, et sur le structuralisme, sur cette approche formaliste de la littérature, c'était parce que venant de Bulgarie, on ne pouvait pas parler du fond. C'est-à-dire que si vous parlez du fond des textes, vous êtes soumis à la censure idéologique. Si vous parlez uniquement de la forme, de la structure, les idéologues n'y comprennent rien et donc on peut dire ce qu'on veut. Et donc le paradoxe, c'est que c'est à cause du totalitarisme qu'il est entré en littérature par le biais du formalisme, dont il n'a cessé de s'éloigner, parce que dans l'un de ses derniers livres, au contraire, où il revient sur la critique littéraire finalement, il dénonce ce qu'il appelle, j'ai vérifié dans les notes que j'avais prises, la triade formalisme, solipsisme, nihilisme, qui pour lui domine justement l'enseignement des lettres en France. Et voilà, donc au départ, il a fait du formalisme pour échapper à la censure totalitaire en Bulgarie. Et puis dès qu'il s'est trouvé en France libre de penser et de dire ce qu'il voulait, il est revenu au fond à ce qui l'intéressait le plus, qui est le fond. Et de ce point de vue, je suis d'accord avec Stoyan, son œuvre est très importante. C'est pas seulement un passeur. Il était passeur au sens où il passait les frontières et puis au fond, il se définissait finalement, au début, il était plutôt une espèce de théoricien de la littérature. Et puis après, moi, quand je l'ai rencontré, il se définissait plutôt comme historien des idées. Or, un historien des idées, évidemment, il transmet des choses. Sauf que Cvetan ne se contentait pas de transmettre les idées des autres, ce qu'il faisait admirablement, mais il avait évidemment sa propre pensée. Par exemple, ce qui est à mon avis l'un de ses plus beaux livres et l'un des livres très importants de cette dernière décennie, Face à l'extrême. C'est une étude des camps de concentration, aussi bien nazis que staliniens, et qui voulait tester une espèce de lieu commun qu'on entendait beaucoup à l'époque, à savoir que face à l'extrême, dans les camps, face à l'horreur, la mort, la torture, la morale ne tient plus. Il n'y a plus que des réactions de survie égoïstes. Et Cvetan a accompli un énorme travail de documentation, lisant tous les témoignages dans toutes les langues, parce qu'il était merveilleusement polyglotte, dans les camps staliniens comme dans les camps nazis, et il nous montre, par 1000 exemples, que c'est faux. C'est-à-dire que même dans les camps, même face à l'horreur, même face à l'extrême, la différence entre les salauds et les gens bien demeure. Les valeurs d'amitié, de souci de l'autre, de loyauté demeurent. Et là, c'était quelque chose de très important, à la fois sur, si on peut dire, l'historiographie et de la Shoah et des camps staliniens, mais aussi sur le statut même de la morale, qui au fond n'a pas cessé d'occuper Cvetan. Il faudra dire un mot aussi sur son humanisme. Vous évoquiez Le Jardin imparfait, vous avez raison, mais ce n'est pas seulement un livre sur Montaigne, c'est un livre sur l'humanisme. Alors, pour vous dire, raconter une anecdote, quand il m'annonce ce livre-là, je lui demande qu'est-ce que tu fais. Il me dit, je suis en train de terminer un livre. Le titre, c'est Le Jardin imparfait. Et le mot ne me dit rien. Il me dit, mais si tu connais ça par cœur, tu l'as cité plusieurs fois dans tes livres. Et en effet, c'est un clin d'œil à une phrase de Montaigne dans les Essais. Montaigne écrit « Je veux qu'on agisse et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut. Et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle et encore plus de mon jardin imparfait. » Le jardin imparfait, il vient de là. Ça vient donc de Montaigne, en effet. Sauf que c'est un livre sur l'humanisme. Et ça me permet de parler de l'humanisme de Cvetan, qui est un humanisme particulier, d'ailleurs assez proche de ce point de vue de celui de Montaigne, qui ne consiste pas du tout à célébrer la grandeur de l'homme. Cvetan n'avait aucune religion de l'homme. Son humanisme est un humanisme critique, qui consiste d'abord à rappeler que l'homme est capable du pire, plus souvent, au moins aussi souvent que du meilleur, et du médiocre, beaucoup plus souvent que du meilleur, et qu'en même temps, nous avons en nous la possibilité de bien agir. Il y a cette marge de liberté qui permet de refuser l'horreur, qui permet de dire non, d'où l'éloge des insoumis. Finalement, dans l'un de ses derniers livres qu'il appelle Insoumis, il fait l'éloge de plusieurs insoumis, depuis Nelson Mandela jusqu'à Germaine Tillon, plutôt de Germaine Tillon jusqu'à Nelson Mandela. Et cette capacité de révolte, ça, c'est un enseignement très important de Cvetan. Je regarde les notes que j'avais... voilà, et donc il y a une œuvre de Cvetan qui a été en partie méconnue, et qui l'est encore. Parce que, au fond,
c'est un auteur modéré, infiniment intelligent, infiniment profond, mais modéré au sens où il ne soutient pas de thèses extrêmes. Par exemple, son livre sur l'humanisme est dédié gentiment à mes amis philosophes Luc et André. Luc, c'est Luc Ferré, André, c'est moi. Mais finalement, Tzvetan occupait une espèce d'entre-deux, entre l'idéalisme de Luc et mon matérialisme à moi. Tzvetan ne tranchait pas tellement. Il avait cette position médiane. Pareil en politique, il votait à gauche, mais se méfiant comme de la peste de l'extrême gauche, haïssant évidemment l'extrême droite. Et du coup, comme il avait cette espèce de position modérée, à Paris, ça ne faisait pas beaucoup de bruit, parce qu'on préfère les extrêmes, les thèses radicales. Vous voyez. Et donc, ce que je crains un petit peu, c'est que la vie intellectuelle française est en partie passée à côté de l'œuvre de Tzvetan, alors qu'il avait des succès d'estime, évidemment, les gens connaissaient son nom, mais je crois qu'on n'a pas assez médité ce qu'il y a de profond, ce qu'il y a de singulier et d'universel dans le travail de Tzvetan. Et notamment cette conjonction entre les deux. Parce qu'en matière de morale, par exemple, Tzvetan se méfie des théories générales, des grands principes. Il est plus sensible aux individus incarnés, à la fragilité de l'individu incarné. Mais en même temps, évidemment, dans cette singularité incarnée qui nous est commune, s'enracine l'universel humain. Et tenir très fortement les deux bouts de la chaîne, finalement, la singularité individuelle plutôt que les grands principes abstraits. Mais en même temps, comprendre que cette singularité singulière, incarnée, nous est commune à tous et donc débouche sur un universel humain, là, c'est quelque chose qui est très profond, très, très important. Et encore une fois, je pense qu'on a un peu sous-estimé, en tout cas en France. Alors, il me semble quand même qu'on peut, rapprocher évidemment de son expérience du totalitarisme et peut-être de ses premières années de formation en Bulgarie, cette défiance très très forte à l'égard des grands principes ou des grandes idées, de leur part mensongères, obligatoirement mensongères quand elles sont juste du discours. Et c'est vrai que ce côté double, ce en même temps de Tzvetan n'a absolument rien à voir avec d'autres en même temps. Il s'agit véritablement d'une position du centre, mais il disait aussi que le centre ne pouvait pas être un parti politique. Il ne pouvait pas être un parti politique, sinon il ne pouvait s'affronter qu'aux extrêmes. Oui, c'est ce qu'il m'a dit à propos de François Bayrou. C'est une idée très intéressante. Il disait c'est dangereux. J'avais organisé un dialogue avec lui et Bayrou. Voilà, il était ressorti très très déçu en se disant. Ce qu'il me disait, c'est que si Bayrou arrivait au pouvoir, après un centriste, il peut y avoir que des extrêmes. Et comme il avait horreur des extrêmes, paradoxalement, il craignait que le centre ne parvienne au pouvoir. Et donc, je pense que s'il était là, il nous dirait que le mieux, finalement, c'est une alternance entre une gauche modérée et une droite modérée. Ce qui n'est pas le en même temps, ni droite ni gauche, même pas et droite et gauche. Tzvetan était plutôt, effectivement, pour qu'il y ait des différences, une droite, une gauche, mais que des deux côtés, on évite les extrêmes et donc qu'on vive le jeu de l'alternance, qui est le principe même de la démocratie. Alors, Stoyan, j'aimerais bien que vous nous racontiez aussi comment Tzvetan est perçu aujourd'hui en Bulgarie, comment son œuvre est connue, parce que j'ai eu la chance de venir à Sofia en novembre 2019, c'est ça, pour un colloque qui lui était consacré à l'université de Sofia. Et alors, outre que, un peu comme dans toutes les universités du monde, Tzvetan Todorov est adoré comme théoricien littéraire, mais assez méconnu dans ses livres suivants, enfin, les livres vraiment, son œuvre qui est absolument énorme à partir des années 80, La conquête de l'Amérique, Nous et les autres, Face à l'extrême, et tous ses livres récents, y compris ses livres plus politiques. Donc évidemment, quand on est à l'université, moi ce qui m'avait frappé dans ce colloque, c'est qu'on était entre littéraires qui parlaient de la théorie littéraire et qui regrettaient quand même que Tzvetan ait un petit peu délaissé la théorie littéraire. Comment est-il connu, perçu du point de vue du savoir, du point de vue de l'université, mais aussi publiquement? Est-ce qu'il y a une présence de Todorov comme référence des grands intellectuels bulgares?
pour répondre à votre question, je dirais qu'on pourrait emprunter 3 voies. Todorov en bulgare, Todorov en Bulgarie et Todorov et la Bulgarie. Très schématiquement, Todorov en bulgare, c'est le Todorov II qui prédomine de sa première période structuraliste. Il n'y a que la poétique de la prose et l'introduction à la littérature fantastique qui sont traduits en bulgare. Alors qu'à partir de la conquête de l'Amérique, on a commencé à s'intéresser. Ce livre a été vraiment une découverte du véritable Todorov. Et contrairement à ce que le monde croit, la Bulgarie a découvert Todorov et s'est mise à apprécier Todorov à partir de la conquête de l'Amérique, à partir de Face à l'extrême, des livres comme Face à l'extrême, des livres comme Le Jardin imparfait, et puis tous les autres. Todorov, qui a écrit une 40aine de livres, une 20aine sont traduits en bulgare. Il se trouve que je m'étais engagé dans la traduction, la préface de la plupart des livres traduits en bulgare de cette seconde période. Pourquoi Todorov est-il considéré comme un auteur important en Bulgarie? Très important. Peut-être même certains disent que c'est le penseur le plus important du monde aujourd'hui. Parce que lui, historien des idées, comme disait André Comte-Sponville, il ne faisait pas l'histoire des idées pour l'histoire des idées. Il faisait toujours l'histoire d'une idée à partir d'un point de vue présent. Et il expliquait, par exemple, quand il parlait du totalitarisme communiste, il partait de l'idée du salut, l'idée de salut sur Terre, tel que le christianisme l'enseigne ou tel que le communisme laïque l'enseignait à l'époque, et expliquait des choses que personne n'avait dites avant lui, parce qu'on considérait que c'était peut-être trop simple ou parce que c'était peut-être pas assez destructif pour les ennemis du communisme. Todorov insistait beaucoup sur le point de vue présent, et ça, c'est la grande différence entre lui et beaucoup d'intellectuels en Bulgarie qui ont le complexe d'infériorité, il faut dire, qui ne jouent aujourd'hui que par Barthes, par Gilles Deleuze, par Lacan, par Foucault, qu'ils projettent sans tenir compte du parcours de ces avant-gardistes, de ces penseurs novateurs en France, sans tenir compte. Par exemple, j'ai connu, je m'excuse, j'ouvre une parenthèse, j'ai connu un ami intime de Michel Foucault à l'occasion d'un colloque qui lui a été consacré à Sofia. Il s'appelle Daniel Defer. Daniel Defer. Et moi, j'avais fait un exposé à ce colloque sur le corps chez Michel Foucault. Et moi qui suis médiéviste, je trouvais que Foucault se trompait, mais royalement, sur le corps, sur la folie, au Moyen-Âge. Et je dis, mais comment est-ce possible? Je dis à Daniel Defer, comment est-ce possible que Michel Foucault n'évoque pas Rabelais quand il parle du corps? Et Daniel Defer me dit, mais vous savez, Stoyan, son oncle maternel était Abel Lefranc, un des plus grands rabelaisiens, spécialistes de Rabelais. Mais les Bulgares, quand ils parlaient, ils ignoraient ce petit fait. Et Foucault ne voulait pas partager avec son oncle maternel la connaissance de Rabelais, donc il est passé à côté de Rabelais. Je donne cet exemple pour montrer que moi qui ai connu, j'ai été l'élève de Roland Barthes, je connais mieux Roland Barthes que Michel Foucault, bien sûr. Mais tous ces avant-gardistes, ils ont un parcours individuel que les intellectuels bulgares ignorent et qu'ils projettent mécaniquement dans l'esprit d'un rattrapage. L'idéologie communiste nous empêchait de parler de Sartre, de Camus, de Freud. Maintenant, ne parlons que de cela. Tsvetan Todorov
est un contrepoison à cette attitude qui est, à mon avis, je ne dirais pas néfaste, mais qui résulte d'un malentendu profond, parce qu'elle résulte d'un rattrapage, d'un désir de rattraper le retard historique qui existe chez les intellectuels bulgares, qui existait chez les intellectuels bulgares, mais ils n'ont que se tourner vers leur propre passé. J'ai écrit un article qui s'appelle « La querelle des modernes, des anciens et des modernes ». Et je fais l'histoire de la querelle des anciens et des modernes pour montrer que, en Bulgarie, ce conflit n'a jamais existé entre les anciens et les modernes. Parce qu'on veut être moderne à tout prix. Les intellectuels bulgares veulent être modernes à tout prix. Vous savez, Catherine, mieux que moi, que Tsvetan avait un faible pour les auteurs anciens. Mais il savait projeter un regard présent sur ces auteurs anciens. Il actualisait ainsi le passé et nous le rendait compréhensible, proche. Puis, Tsvetan avait cette attitude de tout dire, peut-être sous l'influence de quelqu'un comme Raymond Aron, de tout dire qui se traduit, de ne dire que ce qui peut se traduire en acte, en action. D'où un point commun avec André Consponville, son attachement à l'idée de morale, de bonté, et son attitude critique envers le moralisme, qui est une attitude surtout verbale. Parlez, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ça, c'est le moralisme. La morale, la bonté peut être une action qui s'ignore même, mais Tsvetan traduisait tout ce qu'il disait en termes d'attitude, de comportement. Et ça, en Bulgarie, il est très apprécié pour cela. Il est considéré comme un auteur. D'ailleurs, j'ai fait un livre, je l'ai dans mon sac, j'ai fait un livre qui s'appelle Tsvetan Todorov de la Bulgarie. Tsvetan Todorov n'a pas écrit un livre sur la Bulgarie, mais dans plusieurs de ses livres, il y a des passages concernant la Bulgarie, dont celui que vous connaissez bien, tiré de L'homme dépaysé, Aller-retour, un texte très personnel où il raconte son premier voyage en Bulgarie, son premier voyage de retour en Bulgarie. La façon dont Tsvetan parle de la Bulgarie diffère de la façon dont les intellectuels bulgares parlent de la Bulgarie. Si vous vous adressez à un intellectuel bulgare et vous lui posez la question que vous me posez à moi, il vous répondra citant Foucault, Lacan, Freud, dans le meilleur des cas, Tsvetan Todorov, mais comme une icône et non pas comme un auteur qu'il a bien assimilé. Tsvetan Todorov a un public, ça je le sais par l'éditeur, qui me dit, mais les livres de Tsvetan Todorov se vendent comme des petits pains en Bulgarie. Et il est toujours prenant, il prend tout ce que je lui propose. Le seul livre de Todorov qui ne soit pas traduit en bulgare, c'est Nous et les autres. Parce que c'est un livre, j'ai du mal à trouver un traducteur. Pour ce livre, il y a beaucoup de citations qu'il faut vérifier avec les textes. Bref, c'est un livre qui pose beaucoup de problèmes. Et les traducteurs, moi je n'arrive plus à traduire, je n'arrive plus à suivre le rythme de publication des livres de Tsvetan. D'ailleurs, André disait, la modestie, Tsvetan n'aimait pas qu'on le complimente et il éprouvait un malaise physique quand on lui disait du bien. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il était content d'être traduit en bulgare. Seulement, comment traduire, lui qui publiait tous les ans un livre? Je ne trouvais pas le temps de traduire ça. Je confiais ça à des étudiants, je faisais la révision de leur traduction et c'était une expérience plutôt déceptive pour moi. En tout cas, ça me donnait beaucoup de travail.
Tsvetan était content d'être traduit en bulgare. D'ailleurs, il ne pouvait, il savait faire beaucoup de choses, mais il me disait dernièrement, « Ah, mais je ne sais rien faire d'autre que faire des livres, écrire des livres. » Et quand il m'offrait son dernier livre, il avait l'air de s'excuser. « Oh, il disait, oh, c'est un livre de plus. » Et là aussi, vous avez bien compris, Catherine, que pour lui, la vie était plus importante qu'écrire des livres. Lui qui en faisait tellement, qui n'a fait que cela, pratiquement, il a une production absolument phénoménale, 40 livres, en une vie pas si longue que ça. Il était d'une productivité étonnante, Tsvetan. C'est vrai que la vie était de toute façon plus importante qu'écrire des livres. Et pourtant, c'est ça que je trouve très, très juste aussi dans le dernier livre, le livre posthume qui a été édité par Léa et Sacha et Todorov, ses enfants, et préfacé par André Comte-Sponville, lire et vivre. Il y a quand même un « et », il n'y a pas à choisir. Alors, la question de écrire ou vivre, ça peut être différent, mais lire et vivre, je crois quand même qu'une vie sans livre n'aurait pas été possible pour Tsvetan. Il y a quelque chose de vital pour lui dans la littérature. Seulement, jamais séparé effectivement de la vie. Et j'interprète aussi comme ça tous ces grands livres où il s'est vraiment intéressé à l'œuvre d'un artiste. Alors je pense à Goya, mais les derniers dans le triomphe de l'artiste, c'était tous les intellectuels ou artistes russes, Jean-Claude, Malevitch, Germaine Tillon bien sûr, tous ces Romain Gary sur lequel il a écrit énormément, Vassili Grossman, tous ces auteurs qui l'ont impressionné. Il a toujours essayé de comprendre l'homme et l'œuvre, mais pas à la manière scolaire d'expliquer l'homme par l'œuvre ou l'œuvre par l'homme, mais véritablement de comprendre les déchirements même intimes, les clivages intérieurs souvent de ces artistes et comment ils les ont résolus en choisissant la plupart du temps la vie, effectivement. Comment vous interprétez cet amour de Tsvetan pour la littérature, sa vision de la littérature? D'abord, Stoyan a raison. Pour Tsvetan, la vie était plus importante que les livres. A fortiori que les siens, parce que les livres des autres, il consentait à s'y intéresser. Alors pas tous également, hein, mais Montaigne, Rousseau, ça c'est des gens, Benjamin Constant, qui comptaient énormément pour Tsvetan. Mais donc oui, la vie est plus importante que les livres. Les livres ne valent qu'autant qu'ils sont au service de la vie et de la vérité. On n'a pas prononcé ce mot-là, mais pour Tsvetan, c'était très important. Et au fond, s'il n'était pas dupe de ce qu'on appelle aux États-Unis la French Theory, c'est-à-dire Foucault, Deleuze, Derrida, etc., c'est en partie parce qu'il venait de Bulgarie et que donc, vous imaginez, les flirts de Barthes avec la Chine de Mao, évidemment, ça lui paraissait du délire, ça va de soi. Mais c'est aussi qu'il était trop savant pour ne pas percevoir les limites des travaux de tel ou tel. Et par exemple, vous évoquiez Foucault, je crois que c'est Pierre Nora, qui l'a bien connu, qui l'a édité, qui disait « Le seul reproche que je ferais à Michel Foucault, c'est qu'il avait un rapport un peu distant avec la vérité. » Soit, mais c'est un reproche massif, si vous voulez. Alors que Tsvetan le dit quelque part, alors j'ai les notes pour retrouver la citation, mais il y a deux choses qui comptent, l'amour des gens, donc l'humanisme, mais en acte incarné, et l'amour de la vérité. Et dès lors qu'on avait ces deux amours, le formalisme s'éloignait parce que c'est moins important que la vie réelle des gens, et que j'appellerais volontiers la sophistique des années 60-70, la French Theory, s'éloignait aussi pour ce rapport trop distant avec la vérité. Tsvetan, qui se méfiait des idées générales, justement parce qu'il les connaissait très bien, c'est un historien des idées, mais qui les connaît tellement bien que du coup,
il apprend à s'en méfier. Au fond, il pense que les individus sont plus précieux que les idées générales. Mais dans ce travail d'historien des idées, il mettait, comme il convient, la vérité au-dessus de tout. La vérité et pas le bien. Parce que, là aussi, il faut en dire un mot, l'un de ses livres s'appelle « La tentation du bien », si je me souviens bien, « Banalité du mal », qui reprend un Arendt, évidemment, « Tentation du bien ». Du mal. La tentation du bien, c'est quoi? C'est croire qu'on possède le bien, qu'on le connaît, qu'on va donc le réaliser. Et Svetan savait bien qu'au fond, on accomplit beaucoup plus d'horreur au nom du bien que par simple égoïsme ou par simple arrivisme. Et donc il détestait ce qu'il appelle le messianisme. La volonté de faire régner le bien sur terre, ça pour lui, c'était l'horreur. D'où là encore ce côté modéré qu'il avait. Ce qui n'empêchait pas, effectivement, alors ça aussi, je pense qu'il y a une évolution vers la fin de sa vie. Parce que, venant de Bulgarie, évidemment, il préfère 1000 fois la démocratie libérale au totalitarisme, ça va de soi. Les dernières années, comme le bloc soviétique s'était effondré, donc il y avait un adversaire en moins, Svetan devenait de plus en plus vigilant contre les dangers de l'ultralibéralisme, du néolibéralisme, ce qu'il appelait les ennemis intimes de la démocratie, les ennemis qui menacent la démocratie de l'intérieur. Et là, il restait tout à fait vigilant. Hein. Je crois dans la préface, je dis c'était un 12 intransigeant. Mais oui, il était intransigeant. Je me souviens, une fois, on parlait de Barack Obama. Il s'était réjoui, comme nous tous, de l'élection de Barack Obama. Mais 2 ans plus tard, c'était le plus sévère de mes amis vis-à-vis de Barack Obama, parce qu'il avait regardé de près ce qui se passait dans tel ou tel... je ne sais plus qu'on appelait la base où ils avaient enfermé les supposés terroristes. Guantanamo. Voilà, Guantanamo. Là, Svetan était tout à fait intransigeant. Il était doux, très doux dans les rapports humains, dans les rapports interindividuels, mais tout à fait rigoureux dans la vie intellectuelle. Il mettait l'amour de la vérité plus haut que tout à fait exigeant, vigilant dans la vie politique, et prudent en matière de morale du côté du bien. Il y a chez Svetan ce que j'appellerais volontiers une morale négative, au sens où on parle parfois de théologie négative. Vous savez, la théologie négative, c'est l'idée qu'on ne peut rien dire de positif sur Dieu, on ne peut pas dire ce qu'il est, mais on peut dire éventuellement ce qu'il n'est pas. Eh bien, ce que j'appelle la morale négative, c'est une idée qui apparaît expressément chez Svetan. On ne peut jamais savoir absolument ce qu'est le bien, mais on sait clairement ce qu'est le mal. C'est une idée qu'on trouve d'ailleurs déjà chez Pascal. Pascal écrit en substance dans les pensées, on ne connaît jamais avec certitude le vrai ni le bien, mais on peut connaître avec certitude le mal et le faux. Eh bien, Svetan faisait partie de cette orientation-là. Donc, il se méfiait des apôtres du bien. Il se méfiait évidemment des zélateurs du mal et il tenait bon sur ce qu'il appelle cet humanisme critique, qui n'est pas une adoration de l'homme, mais qui est la volonté, comme disait Montaigne, là encore, vous savez, Montaigne dans les essais écrits, « Il n'est rien si beau et légitime que de faire bien l'homme et d'humain ». Et bien voilà, Svetan faisait l'homme mieux que quiconque. Là, quand il disait « Je n'ai pas tellement la tête philosophe », et vous l'avez dit ça? Oui, tout à fait. Non, comment vous en parliez, vous, de la philosophie? Il était très courageux, il était plongé dans Kant, mais clairement, il était plus à l'aise dans Rousseau, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Je crois qu'il se méfiait d'ailleurs trop des idées pour prendre absolument au sérieux la déduction transcendantale de Kant dans la critique de la raison pure. Moi, je me suis cassé la tête pendant des mois quand je préparais la régulation, quand il était au programme. Sincèrement, c'est tellement difficile, tellement compliqué, tellement abstrait qu'au bout de 15 pages, on ne sait même plus si on est d'accord ou pas. Et Svetan était trop lucide pour ne pas voir le piège. Il ne contestait pas le génie de Kant, mais il n'y croyait pas tout à fait. Alors que Rousseau, au contraire, vous lisez 15 pages, 100 pages, vous savez exactement avec quoi vous êtes d'accord, avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Et de ce point de vue, il faisait partie de ce que Nietzsche appelle la belle clarté française, quoique venant de Bulgarie, vous voyez, mais au fond, ses références étaient françaises. Il parlait l'anglais à la perfection, il parlait je ne sais combien de langues, mais quand même, son enracinement intellectuel, enfin philosophique, était français. Oui. Son enracinement littéraire, poétique spécialement, étant sans doute russe et bulgare plus que français. Mais pour ce qui est de la vie des idées, je crois qu'il mettait Montaigne, Rousseau, Benjamin Constant
sinon plus haut que tout, du moins c'était son jardin secret. Alors, il va nous falloir conclure. Qu'est-ce que vous voudriez, vous, Stoyan, qu'on retienne de Tzvetan Todorov aujourd'hui? C'est peut-être qu'une chose un peu large, mais... Cette question me surprend. Je ne suis pas prêt à répondre à cette question. Quel est le livre, alors, le livre que vous préférez? Mais je peux dire pourquoi j'aime l'auteur Tzvetan Todorov. Non seulement, comme il dit lui-même à propos de la lecture, non seulement il m'aide à vivre, mais il m'aide à voir plus clair la vie réelle et la vie avec les autres. Pour moi, ça c'est la leçon la plus importante que je tire de la lecture de ces livres. Et vous, André? Maintenant, il faut dire un mot sur Raymond Aron, que Stoyan évoquait. Là encore, pour les gens de ma génération, évidemment, selon la formule bien connue, mieux valait avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Pour quelqu'un qui aime la vérité comme Tzvetan, cette phrase est obscène, évidemment, et c'est Tzvetan qui a raison. Et c'est lui qui m'a fait lire Raymond Aron. Hein, quand bon intellectuel de gauche, j'avais snobé pendant 40 ans, jusqu'au jour où Tzvetan m'a dit « Tu as tort, il faut lire notamment les mémoires de Raymond Aron ». Parce qu'il y a chez Raymond Aron cet amour de la vérité, cette liberté de l'esprit, cette honnêteté intellectuelle foncière qu'il y a aussi chez Tzvetan. Je pense que Tzvetan est par ailleurs un penseur sans doute plus important encore que Raymond Aron, qui n'est pas du tout un auteur négligeable. Quant au livre, moi je conseillerais, pour ceux qui n'ont rien lu de Tzvetan, 2 livres, Face à l'extrême, que je tiens pour un chef-d'œuvre, et peut-être le livre le plus important qu'on ait, enfin le livre théorique, ça ne remplace pas Primo Levi et d'autres témoignages, mais pour ce qui est des travaux d'études historiques et de réflexion philosophique, je pense que Face à l'extrême est un livre extrêmement important. Et puis Le Jardin imparfait, parce que justement, on y voit d'abord l'humanisme de Tzvetan et cette espèce d'enracinement lucide, à la fois amical et distancié, dans la culture française. Bien, merci. Moi, je choisirais Nous et les autres. Et je trouve que ce serait un livre intéressant à relire aujourd'hui, en ce moment, sur la question, au moment où la question des nous est tellement sclérosée. Et puis, je pense aussi au Triomphe de l'artiste, qui est le livre auquel il travaillait encore, auquel il avait mis la dernière main quelques mois avant sa mort, et qui est vraiment plein d'empathie pour le saccage qu'a pu faire dans la vie des artistes soviétiques le totalitarisme. Et j'y entends quelque chose de sa propre hantise qu'il a pu, en se demandant qu'est-ce que lui serait devenu s'il était resté sous le joug du totalitarisme, cette hantise du clivage intérieur qu'il a dû porter très très longtemps. Et je trouve que ce livre est magnifique parce qu'il n'est jamais jugeant sur les éventuelles compromission avec le régime de Shostakovich ou de Malevich, et montre la part de déchirement qui peut y avoir à essayer de vivre et créer sous le totalitarisme. Voilà. Nous sommes obligés de nous arrêter. Je ne sais pas s'il y a une possibilité, si éventuellement vous avez des questions, mais je crois que le temps est un peu court et je ne vous vois pas. Est-ce que je peux dire 2 mots? Vous êtes là pour ça. Je réponds à votre question précédente, mais je réagis avec du retard. Je pense que s'il faut tirer un bilan sur l'œuvre de Tzvetan Todorov, il faut dire d'abord ce qu'il a fait pour la littérature et ce qu'il a fait pour la philosophie morale. Pour la littérature, ce qu'il a fait, c'est formuler ce qu'il appelle la critique dialogique à partir de son livre sur Bakhtin. C'est Todorov qui invente le terme de principe dialogique.
Mais la critique dialogique, ça consiste, selon Tsvetan Todorov, en une chose très simple. On aborde une œuvre avec notre expérience et avec nos attentes, c'est-à-dire on se projette sur l'œuvre, puis on plonge dans l'œuvre, on s'imbibe de lui, de l'œuvre, et finalement, à un moment donné, on prend ses distances de l'œuvre et on essaie de dialoguer avec l'auteur à qui on doit céder la parole parce qu'il est absent. Il est absent, il faut céder la parole loyalement à l'auteur. Et Tsvetan pratique cette critique dialogique. Je crois que ça, c'est sa grande contribution à la théorie littéraire. Sa grande contribution à la philosophie, c'est son humanisme. Et il a, lui qui a un esprit de synthèse remarquable, absolument génial, il a formulé un schéma tripartite très simple pour formuler l'humanisme. Autonomie du moi, finalité du tu, universalité de il. Si on réfléchit sur ce schéma, il y a tout un univers à créer, un système de valeurs. L'autonomie du moi n'est possible que si on demande, si on situe l'intellectuel comme une personnalité responsable, des autres aussi. La finalité du tu, l'universalité de il, nous oblige à projeter ce que nous disons, non seulement sur notre nombril, mais autonomie du moi. Oui, on peut être ombriliste et autonome, mais quand on pense au il, aux autres, on est nécessairement beaucoup plus humain. Et ça, c'est la grande contribution de Tsvetan. Ces deux choses. La critique dialogique et le schéma tripartite pour l'humanisme. Voilà, je voulais ajouter cela. On pourrait finir sur la clarté aussi. L'éloge de la clarté, parce que peut-être que c'est cela qui... C'est toujours un risque d'essayer d'écrire clair. C'est toujours un risque parce qu'on peut toujours être pris pour un trop simple. Il faut être compliqué pour avoir l'air intelligent. Lui, la clarté chez lui, et la clarté de la pensée, et la clarté de ces schémas qui lui venaient, il disait ça avec drôlerie, en disant ça me vient naturellement de faire des grand 1, grand 2, grand 3. Mais sa clarté de style, sa clarté de langue, c'était plus que simplement un talent, c'était une volonté et une éthique chez lui. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs. Et d'un énorme travail. Et le résultat d'un énorme travail. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs de sa dimension qui ont ce souci-là. Donc voilà, et la clarté. Merci à tous, bonne soirée.